およいよい。Chers amis, puisqu'il m'incombe d'ouvrir la première session de ce colloque, je tenais avant tout à vous remercier tous, intervenants et auditeurs, de nous faire l'honneur et le plaisir de votre présence parmi nous. Et je suis très heureux de vous accueillir à ce colloque, en particulier ceux d'entre vous que je n'ai pas l'occasion de rencontrer aussi souvent que je le souhaiterais, car vous habitez au loin. Nous sommes donc réunis lors de cette première session pour parler d'histoire du Japon, un domaine de recherche qui a pris une grande importance au CRJ, à l'EHESS, mais pourtant à l'origine, comme on vous l'a signalé, celui-ci portait plutôt sur le Japon contemporain, et donc l'histoire plus ancienne du Japon n'y avait pas encore conquis sa place. Une situation somme toute peu étonnante si l'on considère que dans les années 70, la connaissance de l'histoire du Japon en France en était encore à ses premiers balbutiements. Elle était essentiellement enseignée dans les départements de langue par des pionniers auxquels plusieurs générations, dont la mienne, sont redevables. Francine Eraille, Michel Vier, Paul Akamatsu, qui les premiers ont ouvert pour leurs étudiants le coffre-trésor des recherches menées depuis déjà longtemps par les Japonais sur leur propre histoire. Alors les choses évoluèrent néanmoins rapidement à une époque où, il est vrai, la situation était particulièrement favorable à cette discipline. D'une part, l'insolente réussite économique du Japon dans les années 80 renouvelait l'intérêt pour la recherche des racines de sa puissance, mais en France aussi, les travaux des historiens jouissaient encore de la faveur du public et des médias. À partir des années 80, par conséquent, de nouvelles générations d'historiens commencèrent à se former, tout particulièrement sur la période d'Edo, alors en vogue au Japon. Ce vivier de nouveaux historiens français ou européens a permis aux études historiques sur le Japon d'affermir leur place dans le monde francophone, même si elles peinent encore à s'imposer dans les départements d'histoire. Les évolutions des thèses des recrutements et des contenus de l'histoire japonaise tels qu'on peut les constater dans les universités françaises, suisses ou belges depuis le début du XXIe siècle reflètent, c'est indéniable, des changements de la discipline dans le monde académique japonais lui-même. Avec d'une part la fin de la croissance japonaise, mais aussi l'épuisement plus tardif qu'en Europe, mais somme toute irrémédiable, des paradigmes marxistes, l'historiographie japonaise de la période d'Edo me semble être entrée dans une sorte de crise dont certains aspects peuvent se retrouver dans les historiographies occidentales, mais dont d'autres me semblent plus propres à l'archipel. Crise concernant tout d'abord la méthodologie. Les modèles marxistes, qui sont restés très influents dans l'historiographie japonaise jusque dans les années 80, au moins, en dépit de leur diversité, procédaient en fin de compte à une sorte d'archéologie de l'État-nation, puisqu'il s'agissait, à partir du passé, de comprendre le présent pour construire l'avenir. Les historiens marxisants, paradoxalement, malgré les prétentions universelles et internationalistes de leur doctrine, avaient tendance à produire une histoire endogène, souvent préoccupée d'évolution interne et assez peu tournée vers d'autres horizons. Cette orientation foncièrement nationale de l'histoire, et même insulaire, qui renforçait une tradition déjà assez présente, pour ne pas dire pesante, depuis Meiji, a été remise en cause dans les années 80 par diverses tentatives de replacer le Japon dans son environnement asiatique. La réévaluation de la fermeture du pays, dont entre autres choses va nous entretenir Annick Horiuchi, en est un exemple. Cependant, les pesanteurs académiques et les réelles difficultés linguistiques, il faut quand même maîtriser plusieurs langues, et souvent plusieurs langues anciennes, rendent toujours ardu l'avènement d'une histoire japonaise au sein d'une histoire globale de l'Asie orientale. Par ailleurs, l'effacement progressif du marxiste dans l'historiographie du Japon a certainement eu des effets émancipateurs sur les chercheurs. Par exemple, une attention nouvelle pour l'expression des individualités ou des réalités et particularités locales dont Yannick Barghi va vous parler d'ici peu. Mais elle les a aussi privés d'une méthodologie, d'une herméneutique qui n'a pas encore été remplacée par un équivalent aussi puissant. L'école inspirée des études folkloriques autour d'Amino Yoshihiko, par ailleurs volontiers marxiste elle-même, s'étant assez vite épuisée.
Cette situation favorise sans doute l'ouverture à des problématiques déjà développées en dehors de l'histoire japonaise. L'étude de genre, par exemple, le retour de l'histoire politique, etc. Elle porte cependant le risque d'un repli, en particulier pour les études sur les époques pré-industrielles, sur l'érudition ou, au contraire, sur une histoire peu rigoureuse et surtout soucieuse de répondre à une demande publique ou du public, du moins tel qu'on se la figure. Car en perdant le rôle que lui assignait le marxisme de science suprême de la société, il faut bien reconnaître que l'histoire plus ou moins ancienne doit redéfinir son identité. Ceci ne veut pas dire que les études historiques aient perdu leur légitimité au Japon, bien au contraire, puisque au Japon, dans ce pays, le recours au passé est un des fondements des discours sur l'identité et les traditions nationales. Mais du point de vue des décideurs et des bailleurs de fonds, l'histoire doit aussi faire la démonstration de son utilité, et il ne s'agit plus seulement d'entreprises mémorielles ou patrimoniales, dont la France est coutumière, mais bien d'un rôle mercantile qu'on la somme d'assumer pour attirer le tourisme, se mettre au goût du jour ou écouler des goodies dans les musées. Il y a sans doute bien d'autres défis auxquels doit faire face l'historiographie japonaise du XXIe siècle, mais pour laisser le temps à nos invités de s'exprimer, je me contenterai de relever l'internationalisation des études japonaises. Pendant longtemps, ce sont les historiens japonais qui ont mené la danse. D'abord parce qu'ils étaient les plus compétents et les mieux documentés, mais aussi parce que l'histoire japonaise était surtout l'affaire, à l'étranger, était surtout l'affaire de quelques occidentaux peu nombreux et assez isolés dans leur patrie d'origine. L'histoire japonaise enseignée dans le monde était alors tributaire de la production japonaise. Or, avec le nombre croissant d'historiens originaires d'autres pays que le Japon même, se sont constitués outre-mer des milieux académiques plus ou moins autonomes. Il y a là indubitablement une promesse de renouvellement des problématiques et des sources de l'histoire du Japon, comme Rebecca Clements va vous le montrer avec des exemples de la péninsule ibérique. Mais pour les études historiques sur le Japon, cette situation nouvelle peut aussi générer des effets indésirables. La constitution de deux mondes académiques séparés et communiquant au fond assez peu entre eux. Un milieu universitaire occidental d'un côté, surtout anglophone, et un autre centré sur le Japon, donc nippophone, toujours productif et dynamique, mais s'exportant mal. Ce défi posé aux historiens japonais, celui de l'intégration dans une mondialisation académique anglophone, c'est aussi le nôtre, historiens européens du Japon, de savoir transmettre auprès de nos compatriotes les richesses des sciences humaines et sociales au Japon auxquelles nous avons accès. Voilà, donc je n'en dirai pas plus et je vais laisser la parole à nos invités. Ah, d'accord. Donc nous allons d'abord demander à Annick Horiuchi de l'université Paris-Cité, puisqu'il y a une erreur sur le programme, je m'en excuse, qui va nous parler de l'histoire culturelle du Japon prémoderne, où l'on questionne les livres, les frontières, où l'on questionne les frontières et explore les livres. Pour réfléchir aux tendances et évolutions intervenues dans l'historiographie du Japon prémoderne. C'est là un exercice tout à fait salutaire de s'arrêter pour regarder autour de soi et donner un sens à ce que l'on est en train de faire. Comme Guillaume Carré nous y invitait, je m'appuierai surtout sur mon expérience. Commençons d'abord par définir le champ disciplinaire dans lequel j'inscris ma recherche. Cet exercice de définition ne va nullement de soi. Il y a 20 ou 30 ans, j'aurais pu dire sans hésiter que ma recherche s'inscrivait dans le champ de l'histoire des sciences, Kagakushi, ou encore de l'histoire intellectuelle, Shissōshi. Ces deux disciplines florissantes autrefois, regroupant une communauté de chercheurs très actifs, jouissant d'une certaine notoriété,
comme Nakayama Shigeru ou encore Watanabe Hiroshi, ne jouissent plus aujourd'hui de la même reconnaissance. Et les chercheurs eux-mêmes ne cherchent plus toujours à... Alors, Nakayama est décédé depuis déjà quelque temps, ne cherchent plus toujours à s'inscrire dans une discipline bien définie. Ces domaines ont été progressivement remplacés par le champ plus vaste, aux contours plus incertains, qu'est l'histoire culturelle, bunkashi, abordée avec des outils variés, relevant aussi bien des sciences humaines que des sciences sociales. C'est dans ce nouveau paysage que j'ai pris l'habitude moi-même de me situer. Comment expliquer cette évolution qui ne concerne pas que les études japonaises et qui touche plus largement la pratique de l'historien ? On peut dire seulement que depuis plusieurs décennies, des domaines ou des notions qui, comme la pensée, la politique ou la science, mais on pourrait également ajouter l'art, ont perdu de leur autorité ou de leur crédibilité. On leur préfère désormais la notion plus inclusive de la culture. En guise d'illustration, on peut évoquer ce dernier opus de Watanabe Hiroshi, que je n'ai pas lu, et qui s'intitule « Révolution de Meiji, Meiji Kakume, sexualité, civilisation, l'aventure de l'histoire de la pensée politique ». Il s'agit d'un recueil d'articles publiés par l'auteur, ce qui peut expliquer ce titre un peu décousu, mais on voit notamment à partir de la table des matières, chapitres 6 et 7, que le champ de la pensée, notamment le champ de la pensée politique dont il se revendique, ne s'intéresse pas qu'à la pensée de l'élite, d'orientation confucéenne, et se tourne vers des questionnements plus prosaïques ou populaires. Comment être un homme ou une femme à Meiji ? Les sources et les concepts employés sont plus diversifiés et s'inspirent des sciences sociales ou encore de l'anthropologie. On voit ainsi que l'histoire de la pensée politique du Japon prémoderne, qui s'attachait à l'origine à analyser les écrits de l'élite confucéenne, s'est beaucoup transformée avec le temps. Comme on le voit dans le titre du dernier livre de Watanabe Hiroshi, que vous avez sous les yeux, on perçoit chez les historiens japonais la volonté de réinterroger la signification de notions clés qui constituaient jusqu'alors le cadre de référence des historiens. Watanabe se réfère en effet dans son titre à la révolution de Meiji, Meiji Kakume, et non pas à la restauration de Meiji, Meiji Ishi. Le terme de Kakume a sans doute été choisi pour montrer qu'il s'intéresse à des couches plus profondes de la société. Choisir de ne pas employer le terme Ishi, entre parenthèses, terme au demeurant impossible à définir, car il est en japonais d'usage unique, automatiquement associé à Meiji, comme le fait Watanabe, donc, c'est véritablement remettre en question ce qui constituait le cadre de référence de l'historiographie japonaise. C'est la même démarche que l'on peut constater dans les ouvrages d'Arano Yasunori, qui proposent d'interroger le terme galvaudé de sakoku, traduit généralement par pays verrouillé ou fermeture du pays. Il rappelle que le Japon des Tokugawa n'était nullement verrouillé, mais qu'il comptait 4 fenêtres sur le monde extérieur placées sous son contrôle, à savoir Nagasaki, par lequel il était relié au royaume, où se déroulait le commerce avec les marchands chinois et hollandais, Satsuma, par lequel il était relié au royaume des Ryukyu, actuel archipel d'Okinawa, Matsumae, le fief qui commerçait avec les Ainu, et enfin Tsushima, qui entretenait des échanges avec la Corée de Choson. Arano aime aussi rappeler que vouloir contrôler les entrées et sorties de la population n'a jamais été une spécificité japonaise, puisque la Chine des Ming avait également adopté en son temps une interdiction de navigation, kaikin, à l'encontre de ses ressortissants. Il note aussi que chaque pays de la région a eu tendance à reproduire dans son microcosme la vision hiérarchique, civilisée barbare qui avait inspiré la diplomatie chinoise. Cette prise de recul assez salvatrice d'Arano est inséparable de sa méthode historiographique qui replace le Japon dans la région Asie-Orientale. Signalons son ouvrage important, Le Japon prémoderne et l'Asie orientale, Kinsei Nihon to Higashi Asia, publié en 1988 par Tokyo Daigaku Shupankai. Toujours sur Meiji, on peut signaler les efforts de Mitani Hiroshi d'interroger théoriquement la révolution de Meiji en menant notamment une analyse comparative des diverses révolutions qui ont ébranlé les fondations d'un régime. Son approche a ceci de nouveau qu'elle s'inscrit dans une démarche de dialogue avec des historiens d'Asie orientale ou des historiens occidentaux et dans la recherche d'une terminologie et d'outils théoriques communs pour faciliter le dialogue.
La réflexion de Mitani sur l'historiographie a eu comme effet de fluidifier le passage de l'époque d'Edo à l'époque Meiji et de montrer que l'avant et l'après Meiji étaient des périodes commensurables. Bien qu'émanant d'autres chercheurs, on peut aussi évoquer le travail collectif mené sur Meiji à l'occasion de son 150e anniversaire par le groupe piloté côté américain par Daniel Botzman de l'université Yale et côté japonais par des historiens bien connus du Japon prémoderne, Tsukada Takashi et Yoshida Nobuyuki. La démarche n'est pas la même ici puisqu'il ne s'agit pas de théoriser mais de mettre en commun avec comme seul principe d'aborder la révolution de Meiji non pas sous l'angle des puissants mais en mettant l'accent sur l'impact social. Le livre intitulé « Réfléchir en l'an 150 de Meiji, société et espace dans la période de transition vers les temps modernes » donne surtout à voir l'écart qui sépare les méthodes d'approche des intervenants. On ne peut dire ici qu'un véritable dialogue se soit noué, pour le moins quand il s'agit de Yoshida Nobuyuki et Tsukada Takashi, qui traitent de micro-histoire à partir de sources japonaises sans s'écarter d'un iota de leurs pratiques habituelles. On note en revanche que les historiennes traitant des questions liées au genre, comme Yokoyama Yuriko, se placent sur le même terrain que ses interlocuteurs occidentaux et cherchent à parler le même langage qu'eux. Au cours des dernières décennies, de telles initiatives d'internationalisation, Kukusaika, de la recherche, se sont multipliées au Japon et vont certainement encore se poursuivre. Cet exemple, qui n'est peut-être pas le plus représentatif, Guillaume Carré a certainement une idée sur la question, montre que même si les historiens de part et d'autre de l'océan sont mus par le même désir de partager leurs réflexions, il reste encore beaucoup de distance à parcourir avant qu'ils ne parviennent à s'exprimer dans le même langage et en se plaçant à la même échelle. Si l'on revient à la discipline de l'histoire culturelle, on peut dire qu'elle existe depuis fort longtemps, mais qu'elle était surtout investie par les historiens de l'art ou de la religion. Les historiens se sont appropriés véritablement ce champ au cours des dernières décennies. On peut voir dans l'ouvrage, par exemple, de Bito Masahide, Nihon Bunka no Rekishi, donc histoire culturelle du Japon, publié en l'an 2000 et reconnu comme un ouvrage de référence, que le mot culture prend sous sa plume une signification élargie qui englobe des chapitres relevant traditionnellement de l'histoire intellectuelle. Comme on peut le voir à travers cette citation, la notion de culture est prise au sens large, jusqu'à désigner le mode de vie et le mode de pensée, et comme il le dit lui-même, il est proche de ce que les anthropologues appellent la culture. Bon, je vais le lire. Ce que j'entends par culture ici ne renvoie pas aux différents héritages ou phénomènes culturels, mais au mode de vie et au style de pensée qui, tout en les englobant, ont pris corps au fil de l'histoire. C'est un sens qui pense la culture sous l'angle de son originalité ou de sa spécificité en tant que peuple. Sa signification se rapproche de celle que l'anthropologie culturelle donne à ce terme. Cet élargissement s'inscrit dans une tendance que l'on retrouve dans les historiographies occidentales, c'est le tournant culturel, et qui se traduit, dans le cas d'Ogbito, par une prise de distance avec le cadre plus étroit de l'histoire intellectuelle ou de l'histoire des religions qui correspondait à sa spécialité première. Le premier résultat de cette ouverture, que l'on retrouve également chez Watanabe Hiroshi, est l'élargissement des sources pour aborder la culture. Même si l'intérêt demeure le même, il s'agit de mobiliser des sources beaucoup plus variées pour faire œuvre d'historien. En somme, tout ce qui est susceptible d'éclairer le mode de vie, les mentalités, les structures sociopolitiques, les identités, le système économique, les représentations, les savoirs, les productions, notamment les livres, constituent des matériaux pour l'historien de la culture. On notera cependant au passage le souci de mettre en relief les spécificités de la culture japonaise par rapport à la culture chinoise, comme on peut le voir ici dans la table des matières, une manière d'écrire et de voir la culture qui reste encore très prégnante dans les manuels d'histoire au Japon et sans doute dans les travaux des chercheurs, et pas seulement d'ailleurs les chercheurs japonais. Je voudrais m'intéresser à l'histoire du livre qui correspond à un domaine particulièrement dynamique de l'histoire culturelle prémoderne des dernières décennies au Japon. Ce dynamisme qui répond à un mouvement similaire de l'historiographie occidentale, tout en conservant des traits propres, se justifie pleinement dans le cas du Japon et de la Chine prémoderne par le fait que l'on assiste au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles à une véritable explosion de publications commerciales. En outre, la conservation des livres
est bonne au Japon et on dispose aujourd'hui de très nombreux ouvrages aux profils variés qui ont circulé à l'état imprimé ou à l'état de manuscrit au cours de l'époque d'Edo. Avec la numérisation entreprise par de nombreuses institutions universitaires et de recherche, on bénéficie depuis quelques années d'un accès à distance d'un nombre considérable d'ouvrages du Japon prémoderne. L'histoire du livre, en tant que domaine de recherche, qui n'avait certes pas attendu l'avènement de l'Internet pour éclore, va néanmoins en être considérablement stimulée. Quelques minutes ne suffiraient pas pour rendre compte des travaux qui ont vu le jour, mais on peut mentionner d'une part le travail pionnier de Konta Yozo et d'Onoron Yasan, Kinsei Bunkashi no Sukumen, les libraires de l'époque d'Edo, une facette de l'histoire culturelle prémoderne, publié en 1977 et réédité depuis. Les historiens s'accordent à considérer le livre de Konta comme véritablement fondateur. Il ouvrait de nombreuses pistes qui seront empruntées par les chercheurs après lui. Son approche est à la fois quantitative, quand il se sert des catalogues ou des archives issues du milieu des libraires de l'époque, ou qualitative, quand il se penche sur le cas de la maison du libraire-éditeur d'Edo, d'une longévité exceptionnelle, Suwaraya Mohei. C'est également Konta qui s'est intéressé le premier aux best-sellers de l'époque d'Edo, que sont les romans de Ihara Saikaku, ou encore au phénomène de censure exercé par le pouvoir politique, comme c'est le cas dans son livre Edo no Kinsho. La recherche, au cours des dernières décennies, ont été particulièrement fructueuses avec les travaux de Yokota Fuyuhiko, pour ne citer qu'un exemple. Yokota s'est attaqué à la délicate question de la réception des livres. Il a travaillé notamment sur le lectorat des ouvrages de Kaibara Eikiken, auteur de nombreux ouvrages didactiques au tournant du XVIIIe siècle, mais aussi aux collections privées des chefs de village dans les zones rurales autour d'Osaka. Il s'est également penché sur les relations auteur-éditeur à travers l'exemple de Kaibara Eikiken et le libraire de Kyoto, Ryu Shiken, qui cherche à devenir l'éditeur exclusif de Kaibara. Ce sont là autant de pistes qui ont montré que l'histoire du livre au Japon apportait un éclairage étonnant sur la société, sur le haut niveau d'instruction des couches moyennes, sur le dynamisme de l'économie du livre et le rôle des éditeurs libraires dans cette activité. Je voulais également dire un mot sur Wakao Masaki, mais je vais peut-être passer cette diapo pour avancer un petit peu. Je voulais juste conclure par rapport à cela que l'étude minutieuse des profils d'ouvrages en circulation à l'époque d'Edo, qui a été entreprise notamment par Wakao Masaki, a permis d'enrichir et de corriger des visions simplistes ou caricaturales que l'on avait tant que l'on s'en tenait à étudier des ouvrages emblématiques d'hommes considérés comme de grands savants. En d'autres termes, c'est une approche privilégiant les grands hommes ou les grands penseurs qui tendent peu à peu à être abandonnés. L'une des leçons que l'on tirait de cette étude de livres de l'époque d'Edo est que même sans compter les ouvrages manuscrits, on était face à une quantité considérable de livres et que de très nombreux ouvrages, dont certains avaient été de grands succès de librairie, restaient à découvrir. C'est l'un des apports de ces décennies de recherche que d'avoir commencé à explorer la diversité des ouvrages informatiques et didactiques publiés à l'intention du grand public à l'époque d'Edo. Le terme de grand public est peut-être abusif, mais on sait qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, les lecteurs sont toujours plus nombreux et que l'instruction se généralise. Pour satisfaire ce public avide de savoir et d'information, les éditeurs libraires s'adaptent en mettant à sa disposition des ouvrages toujours plus savants, mais écrits dans une écriture plus accessible, avec des aides de lecture et des illustrations. Sur ce plan, la contribution des chercheurs occidentaux, particulièrement attirés par ce profil d'ouvrage, souvent illustré, n'est pas négligeable. Leurs recherches ne se contentent pas de décrire le produit et son contexte de production. Elles interrogent sur ce que cette littérature populaire nous apprend de la société de l'époque, mais aussi sur la manière dont cette littérature a agi sur cette société. Citons The Book in Japan de Peter Kornitsky, une véritable encyclopédie du livre au Japon et un ouvrage de référence désormais pour tous les historiens. Je voudrais également aussi souligner l'importance et le caractère novateur du travail de Mary Elizabeth Berry, que vous voyez ici, dont vous voyez ici la couverture. Une approche qui met à l'honneur
des ouvrages imprimés non fictionnels tels que des cartes urbaines, nationales ou provinciales, des annuaires de personnel guerrier, de maisons guerrières comme le Bukan, des guides urbains comme la brocade de Tokyo, Kyo Habutae, etc. La littérature didactique comme le trésor de chacun, et s'intéresse aux effets produits par ces ouvrages sur les mentalités. Cela aurait contribué, selon elle, donc c'est sa thèse, à créer de nouvelles identités comme celle de l'identité japonaise. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ces thèses, hein, je tiens à le préciser. Les études s'étant multipliées depuis le début des années 2000, il serait présomptueux d'en établir une liste exhaustive. Une chose est sûre, sous l'impulsion de chercheurs européens et américains, d'une part, de la recherche japonaise, d'autre part, le terrain des livres n'a cessé d'inspirer la recherche dans le domaine de l'histoire culturelle. Les ouvrages suivants montrent quelques-unes des directions dans lesquelles la recherche se déploie, se déploie. Le domaine du savoir populaire, celui de la prose populaire, qualifiée de telle par Laura Moretti, ou encore de la géographie populaire, selon Robert Gorey, qui a travaillé sur les Meishōzue, les collections illustrées des lieux célèbres, souvent assimilées à des guides touristiques. Parmi les ouvrages, une part est occupée par les traductions. C'est aussi un acquis des dernières décennies que d'avoir amorcé une réflexion sur la traduction. Le Japon est un pays qui a une histoire particulièrement riche dans ce domaine, comme l'a particulièrement montré le travail de ma collègue Rebecca Clements, ici présente, à travers son ouvrage très précieux, A Cultural History of Translation in Early Modern Japan. On pourrait presque dire que la culture japonaise s'appuie sur un socle de traduction. Le chinois est la langue par laquelle les Japonais ont découvert ce qu'était le savoir. Une fois cette habitude prise, ils l'ont appliquée à d'autres langues. Pour l'époque prémoderne, les historiens ont depuis longtemps porté leur attention au domaine dit du rangaku ou études hollandaises. Comme le définissait déjà un savant de cette époque, le hollandais est un véhicule par le biais duquel on cherche à accéder plus généralement aux savoirs occidentaux. L'historiographie a pendant longtemps donné le premier rôle à des savants qui avaient su capitaliser ou gagner en notoriété en diffusant les nouvelles connaissances acquises au moyen des traductions, comme par exemple Sugita Genpaku, ou en élaborant des projets de société ou des projets de réforme politique inspirés de l'exemple occidental comme Honda Toshiaki ou Hayashi Shihei. Les véritables artisans du mouvement de traduction, qui étaient généralement des personnages discrets, qui ne cherchaient pas à se mettre en avant, demeuraient souvent dans l'ombre. Le nouvel intérêt porté à la traduction a dirigé le projecteur sur ces figures. Dans le Japon prémoderne, les premières traductions du hollandais sont le travail d'interprètes de Nagasaki qui ont appris la langue au contact des Hollandais. La plupart de ces traductions étaient demeurées à l'état de manuscrits. On pouvait légitimement s'interroger sur l'impact qu'elles avaient eu sur la société. À cet égard, le travail de Oshima Akihide, le travail de longue haleine réalisé par Oshima Akihide sur le traducteur Shizuki Tadao et le terme sakoku mérite d'être salué. Le nom de Shizuki Tadao, auteur de la traduction d'une annexe du livre Histoire du Japon d'Engelbert Kempfer, est généralement évoqué en lien avec le terme sakoku, pays verrouillé, qu'il est le premier à avoir employé dans le titre de sa traduction, Sakokuron. L'enquête d'Oshima, qui l'a mené à examiner la quasi-totalité des copies manuscrites existantes du Sakokuron, plus de 90, montre combien la prudence est de mise quand il s'agit d'évaluer la diffusion d'un terme ou d'une idée à l'époque d'Edo, et combien les manuels scolaires à partir des années 20 de Meiji ont joué un rôle bien plus important dans la construction d'une identité japonaise autour de ce terme. J'en viens à ma conclusion. Finir par Shizuki Tadao est une manière de revenir à l'histoire des sciences, que l'on avait un peu perdu de vue. Shizuki est en effet le traducteur du premier traité de physique newtonienne en japonais. Toutes ces enquêtes qui s'accumulent sur les copies manuscrites et la diffusion des livres, comme toutes les analyses sur les caractéristiques matérielles, l'édition et la réception des livres, peuvent donner l'impression que l'on s'éloigne de leur contenu. Il n'en est rien en réalité. C'est grâce à cette connaissance que nous sommes aujourd'hui en mesure de cerner de près la signification de ces œuvres de création du Japon prémoderne. C'est pourquoi on ne peut que se réjouir, me semble-t-il, de ce tournant pris par l'historiographie japonaise. Voilà.
Merci. Je vous propose d'écouter sans plus tarder l'intervention suivante et que les questions soient posées à la fin donc, des interventions, si vous le voulez bien. N'est-ce pas? Nous aurons un temps de parole donc, pour les questions. Donc, je demande à Rebecca Clemens, à présent, de nous parler. Merci. Good morning. I'd like to congratulate the CRJ on 50 years and thank the organisers, particularly Alexandra and Guillaume, for inviting me to present to you today. I will be talking about Iberian sources on the Imjin War and some practical examples of new materials and opportunities for collaboration. As many people here would be aware, there has been a lot of research on things like Japan's Christian century, Namban art, the history of the Catholic mission in China, in Asian studies history research, and in Spanish language research there has been a lot of work on, for example, Manila, the Philippines, the silver galleons. However, looking beyond the history of the church, there has not been a great deal of research on the Iberian-Asia connection. But I would like to offer some examples today that show that combining Iberian and East Asian primary source documents can provide a fresh perspective on 16th century and perhaps 17th century, also East Asian history. Now, there has been a growing interest in this. Many of you will know Lucio da Souza's wonderful work, The Portuguese Slave Trade in Early Modern Japan, which uses Spanish and Portuguese documents alongside Japanese documents. And there was also this recent conference in Oxford about the concept of Iberian Asia, so looking at new perspectives on Spanish and Portuguese exploration. So there is definitely a growing interest in this. I'm running a project in Barcelona about Toyotomi Hideyoshi's invasions of Korea and their regional impact. And I use the term Imjin War, following Korean historiography, to describe this conflict. And these Ibero-Asian sources, primary sources, are actually particularly relevant to this conflict because the war attracted very close observation from Jesuit missionaries who wrote a number of, as yet largely unstudied, accounts of the conflict. So in this presentation, I'm going to introduce briefly our project in Barcelona and some of the collaborative work we have been doing on Iberian Imjin War sources. And I will take one example and demonstrate how we can compare and contrast it with Chinese, Japanese, and Korean primary sources which look at the same event. So the project is called Aftermath of the East Asian War of 1592 to 1598. I use the term in the title East Asian War because it's easier to explain to the European Research Council what that war is about if you use a term that's easier to understand than something like the Imjin War. The three of us who are working specifically on Iberian sources within that project are Dr. Giuseppe Marino, who came to us as a Marie Curie Fellow and is now a Ramon y Cajal Fellow at the Complutense University in Madrid. Giuseppe and I supervise Jaime Gonzalez, who is a PhD student with our project. Giuseppe does the archival work, the transcription. Jaime also does archival work and transcription, translation, analysis. Giuseppe's field is Spanish Golden Age literature, and he has some very interesting arguments about incorporating literature written in East Asia in Spanish within that concept of Spanish Golden Age literature. It's obviously not canonical, this type of these examples of the documents he works on. Jaime is working on the history of the Christian daimyo, and I work with them on translation into English, and I look at comparing them with the East Asian sources. So very briefly, if you'd like to know a little bit more about the kinds of
sources that we're talking about, there is, you can actually also access this through our website. And Jaime has a very interesting talk which is available as a video to download, and he goes over, gives an overview of the kinds of sources that exist. We're talking about manuscripts, and many annual letters actually detail things to do with the Imjian War. There's also private correspondence, and less common but extremely useful are what Jaime calls thematic manuscripts. So these are Jesuit manuscripts that focus only on the war. And there's something around, he and Giuseppe have located something in the region of about 10 of these. Now, these Jesuit accounts of the Imjian War are largely unstudied for two main reasons. They were of limited interest to church historians because their contents deal with East Asian political and military matters. They don't really touch upon the work of the church. They don't have any information about conversions particularly, or missionary work. And on the other hand, as East Asian historians, we're not traditionally trained in reading Old Spanish and Portuguese, nor do we understand usually the archival and paleographic traditions necessary to access and read these manuscripts. So we rely on what has been published and what has been translated. There's also a very valid concern about the accuracy of Jesuit materials, because many of the documents that have been studied are quite hagiographic in nature. So here again, I'd like to just point to the work of Jaime, and he argues that, and I think convincingly, that there is a difference in the characteristics of the Jesuit documents that were written after the Nagasaki martyrs in 1597. So prior to 1597, and particularly during the Imjian War, the Jesuits were primarily concerned with information gathering and with understanding the politics, the power players in Japan, what was going on. The Korea campaigns of Hideyoshi were seen as an opportunity to open up new mission fields in Korea as well as understanding Japan. This presented new opportunities for a potential Jesuit mission in Korea. And so getting accurate information was paramount. After 1597, Jaime argues, when the persecutions increase in Japan, there's a change in tone in the Jesuit documents, and they tend to be more hagiographic. They talk about conversions, great faith, miracles, and so forth, to garner support in Rome for the mission. So, but I'm interested in the documents around about, well, during the Imjian War. The document I'm going to look at today is actually written in 1598, but it is one, I would argue, of these earlier documents that's very, very much focused on understanding what's going on. That's not to say it doesn't have certain perspectives which we need to be aware of, and I will talk about them. So this document is a relação, which is a report, and this is a genre of document that you will encounter. This particular relação do fim e remate que teve a Guerra da Coreia, a report on the end and conclusion of the Korean War. Sorry, 1599, not 1598, but the events are from 1598. This was collected by Giuseppe Marino as part of his Marie Curie Fellowship between 2020 and 2022, and an English translation, and I'm calling it a commentary, but it's more of an analysis of this text. We recently published that in the Sung Kyun Journal of East Asian Studies. So you can get hold of this text. The Relação is a 17th century codex written in Portuguese. It consists of 8 folios, which are preserved as a very clean copy, as you can see from this image, in the Marsden collection at the British Library. The Marsden collection, and this document was probably taken from the Jesuit archive in Goa after the dissolution of the Jesuits in the Lusitanian domains in 1759. We do not know who took it. It wasn't Marsden, because he was only 5 years old at the time. It's attributed to someone called Francisco Rodriguez, and there are several people with that name in Japan, and there's more information on that in our article. We think it was the Francisco Rodriguez who died in 1603 and was appointed as bursar of the Jesuit mission in Japan in 1598.
It's largely unstudied. Its existence was noted by Charles Boxer, and it's since been mentioned in several catalogues of Japanese Jesuit works. It provides detailed information on the closing weeks of the Imjin War. Now, a hint as to the sources of this manuscript. The Portuguese term dizem, they, plural, say or it is said, appears frequently throughout this manuscript. They say that the Taiko did not sign this agreement. They say that his preoccupation with what he had done. They say that it was 600,000 men, things like this. This suggests that the Jesuits are quoting somebody or some people. It doesn't specifically say who. Prior to Rodriguez, better known authors like Luis Frois and Alessandro Valignano, and of course Thespedes, the priest who visited Korea, had discussed the Korean invasions. And from the writings of Frois, we know that Christian daimyo, most notably Konishi Yukinaga, who was known as Dom Agostinho, in the Iberian sources, provided the Jesuits with detailed knowledge of strategies planned by the Japanese during the Korea campaign. And we also know that Frois received valuable information from So Yoshitoshi, who was the daimyo of Tsushima, and had also converted to Christianity, although he later recanted, and he was married to Yukinaga's daughter, who was a Christian convert herself. So it's likely that Rodriguez, when compiling the Relação, also benefited from these daimyo sources. And as I will discuss, the focus of the manuscript certainly suggests that Yukinaga, or a source close to him, provided a lot of the information. The narrative structure of the Relação focuses on the experiences of Yukinaga, his attempt to negotiate a peace settlement, the siege of his fortress at Suncheon, his escape, his eventual quote-unquote betrayal by Kato Kiyomasa in the closing moments of the war. And so the key candidates for having informed this manuscript are Konishi Yukinaga himself, So Yoshitoshi, or Yukinaga's daughter, Maria. She was a close disciple of Cespedes. So if we look at the Relação in comparison with East Asian primary sources, we can get an idea of how to use these kinds of documents in dialogue with the ones we are more familiar with using. So this particular example, the Relação covers a wealth of detail, but I will take one example, which is the relationship between Konishi Yukinaga and Kato Kiyomasa. According to the author of the Relação, the well-known rivalry between Konishi Yukinaga and Kato Kiyomasa made itself felt in the way that the end of the war and the Japanese withdrawal from the peninsula unfolded. And in Jesuit sources, Kiyomasa is often depicted as the enemy of Christianity because he was not a Christian convert. And in contrast, Yukinaga is depicted as a kind of hero of Christianity. Now, the manuscript details how during the famous Battle of Noryong Strait, Yukinaga and his forces used that battle as a distraction to set sail from his fortress at Shuntenjo, or Suncheon, heading for the Japanese fortress in Pusan, which was the final Japanese stronghold in Korea in the 11th month of 1598. Kiyomasa was already at Pusan, and the Relação states that Yukinaga asked him to hold the fortress in Pusan until Yukinaga arrived. According to the Relação, Yukinaga intended to go to the fortress and wait there for representatives of the Ming in order to swap some Chinese hostages for Korean hostages who would be taken to Japan with the retreating Japanese armies. Now, we know that during the war, Hideyoshi had demanded a prince, a Korean prince, and several ministers as a guarantee of good behavior and as a way of kind of casting the Choson dynasty in the role of a disobedient vassal. And this seems to suggest, although most people would regard that hostage negotiation as having been given up in the previous years of the war, it suggests that Yukinaga is still trying to fulfill these hostage demands. After Hideyoshi's death in 1598, the elders who were charged with managing
the country on behalf of Hideyoshi's young son, Hideyori, pictured here, they didn't continue to demand hostages. But they did issue a notice in the 9th month urging that for the sake of Japan's reputation, a Korean prince should come to Japan to conclude the final negotiations for the Japanese withdrawal. However, it's really not clear from the Relaçao alone whether these face-saving Korean hostages were to include the royal prince originally demanded or other Korean individuals. It just says hostages, Korean hostages. And Yukinaga's attempt to secure Korean hostages as he retreated is not recorded among the Japanese, Chinese, or Korean sources reprinted in Kitajima Manji's seminal 3-volume collection of Imjin war sources and extracts, nor does it appear in the official annals of the Korean Joseon dynasty, the Shidok. There is, however, and here I would like to thank Guillaume for drawing this to my attention, a report contained in the Kanyongok, the record of a shepherd, which was written by the Korean war captive in Japan, Kang Hang. And that mentions the hostages and suggests it was indeed a prince who Yukinaga desired to take. So Yukinaga, upon his arrival in Japan, this is after he retreated, reports Kiyomasa did not wait for the Choson prince, but burned his camp and hurriedly withdrew. He destroyed the chance for negotiations at the very moment when they were at hand. Shimazu Yoshihiro and I brought the Chinese hostages with us, calmly serving as the rear guard, and returned home. Thus it's possible that Yukinaga still hoped to obtain a Korean prince as a hostage. Or at least when he was back in Japan, he maintained the pretense of having continued to press for one. So the identity of these Chinese hostages is unclear from the text of the record of a shepherd. Bok Chongmong suggests that Mao Goke and Wang Jianggong, who had been captured by Shimazu Yoshihiro during the Chinese attack on his fortress at Sachon, were the ones intended. And this is followed by Jahyun Kim Habush and Kevin Robinson in their translation of Record of a Shepherd as well. So that's the kind of usual interpretation in East Asian history. However, the Relaçao offers evidence of another possibility. Yukinaga, according to the Relaçao, had exchanged hostages with the Chinese commander to guarantee his own safe passage out of his besieged fortress. You remember I mentioned he used the distraction of the massive naval battle of Noryong Strait in order to slip past the Korean Navy, because the Korean admiral Yi Sun-sin, who's very famous, was apparently refusing to recognize the safe passage that the Ming had negotiated for Yukinaga. And so even though he had the hostages, the Korean Admiralty was not willing to recognize that, and they would have attacked him had he left. But the naval battle distracted Yi Sun-sin. He was actually killed there, and so Yukinaga was able to escape. So these Chinese hostages had actually been given there at Yukinaga's castle in order that he could get out. That was the Ming commander's attempt to let him escape. There we go. And when it says here at the beginning of the peace negotiations, that's in the manuscript. It's clear that refers to the peace negotiations to allow Yukinaga to withdraw to Busan and eventually withdraw to Japan. So in other words, the account contained in the Relaçao claims that the Chinese hostages were these ones he had received at Suncheon. So this is different to the guesses that people have made previously. And there seems no reason to deny that that is likely to have been the case. Now, in the end, however, this hostage exchange never materialized because Kato Kiyomasa destroyed the last remaining Japanese fortress in Busan and began his withdrawal, leaving Yukinaga and the Shimazu lord with no stronghold on the peninsula from which to negotiate a Korean prince. Now, we have what appears to be a direct quote from Kato Kiyomasa in the Relaçao, and he gives his reasons. Firstly, because the Taiko-sama, Hideyoshi, the man we feared, is dead. We were expecting a reward and honours from him, but now we no longer have a lord, but a young boy who is uninterested in the Korean War. Secondly, while we are all here waiting in the one fortress, it may be that the Chinese will gather by sea and land and try to destroy us. So according to the Relaçao, despite agreeing to wait in Busan, Kiyomasa instead set fire to the fortress and retreated before Yukinaga got there.
According to the author of the Relasao, this was because the bad guy, Kiyomasa, did not want Yukinaga to get the credit for a successful hostage exchange. But if we add Japanese and Korean sources, we can see that Kiyomasa may also have been motivated by other factors. And this is where using all 3 or 4 languages comes in handy, or sources comes in handy. The Korean ones are mostly in classical Chinese. So we know that on the 19th day of the 10th month, we know from Japanese sources that Kiyomasa had already been ordered to return to Japan by Tokugawa Ieyasu. And we know still from Japanese sources that Kiyomasa had been ordered by the Council of Elders on the 16th day to leave the fortress and go to the aid of Yukinaga, who was still besieged in his castle. If we look at the Choson Shirok, it actually reports that Kiyomasa had left on the 11th day of the 11th month and left a message pinned on the outside of the castle where he said he was going to the rescue of Yukinaga. So if you think about the time that it takes for letters to arrive, there seems to have been some misunderstandings and miscommunications. Kiyomasa had been, so if we go in order, the 19th, he's ordered to return to Japan. The 11th, he goes to the aid of Yukinaga. The 16th, a letter is sent saying go to the aid of Yukinaga. And on the 19th, according to the Relasao, Yukinaga and his forces set sail, expecting Kiyomasa to be in Busan, which he is not. So we have Japanese sources, have a Korean source, and we have an Iberian source. So in other words, it was probably due to a misunderstanding that Kato Kiyomasa never received Yukinaga's Yukinaga's letter, that it wasn't necessarily because he was trying to make Yukinaga look bad. And indeed, Yukinaga continued to try and press for hostages, even after the Busan fortress was destroyed. He said he would retreat to Tsushima and wait there for the hostages, the Korean prince he was hoping to get. There was, however, no response from the Chinese side, and so Yukinaga and his compatriots retreated without the Korean hostages. In fact, Kiyomasa's fear that the Japanese forces would have been sitting ducks in Busan was confirmed, because the Relasao reports that as they were sailing to Tsushima, they saw a vast armada of many billowing sails on their way to attack them. So with their head start, the Japanese forces were able eventually to retreat to Japan and avoid further conflict. So to go to my conclusion, by cross-referencing these Jesuit sources, like the Relasao, bearing in mind their perspective and some of the narratives around good guys and bad guys, we can compare them with Japanese, Chinese, and Korean materials and really pinpoint some detailed information about the closing stages of the war. And there are many other examples we could take of this. It's particularly useful to use Jesuit sources for information on Konishi Yukinaga. He may not be very well known today, but he was a major player in the Imjin War, and he was also very powerful at the time. However, Yukinaga was killed after the Battle of Sekigahara, and his archives were destroyed and his family was scattered. So we have very little primary source evidence from the Yukinaga archives, from the Konishi archives. And so I would argue that using Jesuit sources carefully can help us piece together some of that missing information about late 16th, early 17th century Japanese politics. And in addition to these very well-known works by Frois and Cespedes, I just wanted to stress that there are these other Jesuit texts that are yet to be examined in detail. And with growing interest in these documents among scholars of Iberian history, it's our hope that future collaboration between East Asian and European scholars will mean these can be made more readily available to researchers in both regions. Thank you very much. And this is a list of some of the references I mentioned, and that is available, open access, if you would like to read it. Thank you. Oh, okay. Sorry. I have a request from Alexandra to put the war in perspective with the Spanish Armada, which was 1588. I can explain. Yeah.
just to say for those who are not East Asia specialists and who have followed the Mexican series here, they think it's a small East Asian thing. To put things into perspective. Okay, yes. So for people who are unaware, the Imjin War is the largest conflict of the 16th century world. It involved around 500,000 combatants, and the size of the landing fleets were, I think the first one was 140,000, the second one was 160,000 Japanese seaborne troops. That's a candidate for the largest successful overseas landings in world history by that date. And sometimes I compare it to the Spanish Armada, 1588, which is, has quite a prominent position in, at least in Anglophone historiography. The maximum size of that supposedly amazing armada was maybe up to 30,000 people. So we're talking about a vast difference in scale, but it's just not particularly well known or well studied, this war. Yes, thank you. Oui, merci beaucoup donc à Rebecca Clemens et sans tarder parce qu'il nous reste peu de temps, donc je vais demander à Yannick Bardy de l'Université de Lille de nous parler à présent d'histoire culturelle du Japon de quelques aspects de l'histoire locale Chiikishi, donc dans l'historiographie japonaise. Bonjour à tous, merci à vous, merci à Guillaume et à Alexandra de m'avoir invité pour cette conférence et pour parler effectivement d'historiographie, m'a-t-on demandé. Et étant donné que je travaille moi-même donc, sur des questions assez locales d'organisation sociale dans des villages, j'avais un peu le choix entre traiter le sujet de deux manières, mais une a déjà été largement traitée en France. Il s'agit de ce qu'on appelle en français les marches statutaires, puisqu'elles sont en grande partie promues par le professeur qui me dirigeait lorsque j'étais au Japon. Donc j'aurais pu à nouveau en rajouter une couche, mais il a déjà été amené à en parler lui-même il y a 2 ans dans le cadre du colloque de la SFEJ. Ce sera publié dans 1 mois, donc je pense que ce n'était pas la peine de revenir à nouveau dessus. Et donc j'ai choisi d'orienter mon travail sur, ma présentation sur ce point qui est, lorsque je creuse un peu, toujours un peu étrange, que l'on appelle le Chiikishi, donc parfois également Chiikishakaishi. Donc je traduis ça par habitude, mais on pourra en discuter, par histoire locale. Et donc sa place dans l'historiographie japonaise. Je préviens tout de suite que c'est, je pense, un gros travail en fait, et que je ne fais ici que débroussailler rapidement le sujet. Dans cette question, en fait, il y a déjà peut-être une question de sémantique. En fait, à quoi renvoie le terme de Chiiki et de Chiikishi? Et l'un des aspects selon lequel on peut le comprendre, ce terme, c'est le côté de local, de localité ou de territoire. Mais dans certains ouvrages, il est plutôt utilisé au sens de région ou de province, avec cette fois une idée d'opposition centralité-périphérie. On retrouve ça, par exemple, dans un ouvrage de 2006, le premier volume de, donc en français c'est Religion et société de l'époque moderne, développement local et religion. Il y a dans l'introduction, il est précisé qu'il y a une volonté de cibler des religieux de villes, de provinces, avant tout, et de ne pas aborder le fait religieux par les centres religieux. On retrouve ça aussi dans la traduction de Regional Studies au dos du volume des actes de colloque sur le grand rassemblement des études historiques sur le Chiiki, justement, qui a été publié en 2008 et qui donc traduit Chiikishi par Regional Studies. Cependant, certains des travaux se revendiquent du Chiikishi tout en travaillant sur la ville même d'Edo, ce qui, à l'époque, en termes de conflit centre et périphérie, est un petit peu étrange. Donc on retrouve ça en 2011 dans un ouvrage copublié par Yoshida Nobuyuki et Shimura Hiroshi,
C'est un ouvrage qui traite des intermédiaires, enfin des puissances intermédiaires et justement ces espaces, ces chiiki à l'époque moderne. Et donc il y a un article de Takayama qui traite des chefs de quartier à Edo. Donc on peut là à nouveau se demander un peu par quelle manière en fait on doit prendre ce terme et finalement qu'est censé recouvrir ce terme. Ce qui se confronte à un deuxième problème, c'est que dans la plupart des ouvrages qui affichent le terme lui-même dans leur titre, les auteurs prennent rarement la peine de le définir, en fait. D'où ma confusion. Et je ne suis pas sûr d'arriver à l'éclaircir à la fin de ce papier. Dans certains cas, donc, ce terme est utilisé dans le cadre d'une opposition centre-province, parfois même ça va jusqu'à une forme d'académisme par rapport à des spécialistes d'études locales qui sont recrutés localement, ce qui est réfuté par Yoshida Nobuyuki, mais dans son travail de 2008, dans lequel il dit en matière de recherche historique, il n'y a ni centre, ni périphérie, ni académisme, ni amateur, seulement une histoire basée sur l'analyse documentaire. Et ça nous renvoie peut-être ici à l'un des propos d'Annick tout à l'heure sur la difficulté aussi de ces chercheurs à quitter leur petit territoire sur lequel ils travaillent pour avoir des vues plus larges. Mais j'en reviendrai dessus un peu plus tard. En tout cas, lorsqu'on regarde le développement depuis les années 2000-2005, disons, cela semble correspondre de plus en plus à un espace délimité, mais à géométrie variable. Dans certains cas, ça peut être un quartier, d'autres cas, un village, une vallée, voire quelque chose de beaucoup plus large, une région tout entière. Alors, par habitude, plus que par décision réfléchie, je continuerai à parler ici d'histoire locale, mais sur ces avertissements, j'espère que vous aurez compris qu'il faut peut-être y réfléchir à deux fois. En termes de théorisation, alors je suis très loin d'avoir pu éplucher tout ce qui traite du sujet, même si bien souvent, dans les introductions, comme je disais, ce n'est pas forcément explicité. On retrouve quand même quelques historiens qui ont essayé de développer un peu ce qu'ils entendaient par Chikishi. Et notamment dans ces ouvrages de 2008, donc 3 volumes, Kinsei Chikishi Forum, comment traduire ça, forum sur l'histoire locale de l'époque moderne. Dans le premier volume, le compilateur de ce livre, Kikuchi Isao, développe sur les origines. Il l'associe à une historiographie d'après-guerre qu'il considère comme indissociable de l'histoire locale. Et en histoire donc, de l'époque d'Edo principalement, ou de l'époque moderne au sens plus large, il cite notamment un certain nombre d'ouvrages dont je vous ai mis les titres. Alors malheureusement j'ai laissé le japonais. Mais à chaque fois, donc, le premier ouvrage, c'est les structures des villages de montagne, donc 49, et c'est à partir d'un village au pied du mont Fuji. Dans le deuxième cas, c'est les structures d'une société féodale, à l'époque moderne toujours, et à partir du cas d'un village du côté de la province d'Aizu, etc. Donc il lie cette histoire locale à des débats qui sont d'ordre national, à des nouvelles problématiques qui sont apportées au fur et à mesure que le temps, la période et les études s'accumulent. Cela a entraîné le développement de certaines thèses, les thèses sur le système des propriétaires terriens, le Dichisei-ron, les thèses sur les paysans aisés, les ligues paysannes, les structures villageoises ou le système statutaire également. Dans un ouvrage que je citais tout à l'heure de Yoshida Nobuyuki et Shimura Hiroshi, dans l'introduction également, il est rappelé que ça fait longtemps qu'il y a des discours sur les sociétés locales dans l'historiographie de l'époque moderne. Jusqu'à présent, elles ont été traitées selon 3 postures. L'une qui vise à évaluer le système de gestion des territoires qui se développe dans la deuxième moitié de l'époque moderne. Une deuxième posture qui vise à étudier les évolutions au sein d'un lieu et des conditions de vie des gens qui y vivent au travers de l'analyse des structures de chacune de ces unités. Et la troisième qui essaye de s'intéresser finalement au rapport entre les 2 premières postures.
Dans les années 80, il y a un personnage qui revient souvent sur le sujet, qui est Kuroda Toshio, un historien qui est né qui a vécu entre 1926 et 1993, et qui voyait 4 courants à l'histoire sociale, parmi lesquels l'histoire locale, dans laquelle il voyait l'histoire des structures de vie des gens dans un territoire, et a traité selon un certain nombre de rubriques qui, mises bout en bout, constituaient une histoire globale. Une histoire globale capable de percer les blocages thématiques, scientifiques de l'époque et d'apporter des nouveaux discours, des nouvelles hypothèses. Et donc, dès les années 70-80, il y a déjà en germe l'idée que l'histoire locale est à traiter, est à considérer comme une part de l'histoire globale, porte en elle un aspect d'histoire globale. En 2002, Yoshida Nobuyuki, encore lui, critique également le courant de... Alors, je ne sais pas trop quelle habitude on a pour traduire tsushi, une histoire transversale peut-être, mais je ne suis pas très sûr de moi là-dessus. Une histoire générale, oui. On a en faveur de ce qu'on appellera plutôt Zentaishi, une histoire globale. Et il parle d'une histoire globale qui s'efforce de dépeindre l'histoire à partir de la profondeur de l'ensemble des structures sociales. Et cela, dans une situation individuelle et minuscule, existe un microcosme qui est lié au schéma global. L'histoire globale n'existe-t-elle pas par l'accumulation de ce genre d'éléments individuels et minuscules? Donc il y a vraiment une affirmation pour lui de la nécessité de traiter du local dans le cadre d'un débat plus large. Pour lui, toujours, ce n'est pas l'accumulation de divers fragments de vérité sans importance, mais il s'agit de détails historiques. Ce qui est important, c'est d'extraire les innombrables groupes sociaux qui constituent la base de la société et faire sortir de l'obscurité historique le vrai visage de la petite histoire que chacun porte. Et dans un deuxième temps, il s'agit de mettre en évidence les relations de couches et d'imbrication. C'est Juzo et Fukugo, qui est une expression de Tsukada Takashi, pour décrire l'imbrication des groupes sociaux de l'époque. Et dans un troisième temps, d'éclaircir le mode d'existence en tant que structure modulaire en rapport avec les puissances seigneuriales et locales. Structure modulaire, j'ai repris la traduction de Guillaume Carré pour Bunsetsukozo Ron de Yoshida Nobuyuki lui-même. En fait, il y a ici un appel à 3 théorisations de l'histoire. Les thèses de Ninomiya Hiroyuki sur les alliances, les associations locales, sociales en France, le Jishatsuki Ketsugo-ron, celle de Tsukada Takashi sur les sociétés de couches et d'imbrication, et celle de Yoshida lui-même sur les structures modulaires, et de les faire travailler, les faire réfléchir ensemble pour mener à une réflexion qui part du local à quelque chose de plus global. Et puis il poursuit dans sa définition, et là c'est une définition plus précise du terme de Chiiki. On peut appeler Chiiki, donc localité, peut-être territoire ici, un espace fixé qui laisse voir une société qui est ordonnée par une structure, ordonnée et structurée par un potentiel social, c'est-à-dire une structure modulaire. C'est sa définition de la structure modulaire, et dans laquelle on voit le lien entre un territoire et un élément social qui, par sa puissance, souvent économique, mais pas seulement, est capable de structurer la société autour de lui. À partir des années 2002, il y a donc l'affirmation d'un lien étroit entre localité et cette thèse sur les potentiels sociaux qui, elle-même, est destinée à proposer une description plus globale à l'époque de la ville d'Edo, mais qui s'étend ensuite au-delà à l'ensemble du Japon. Il y a bien donc une méthodologie ici qui lie le local à un discours plus global. Il ne s'agit plus ici en fait d'une question de couple d'opposition province et centre, mais bien de territoire et de localité. Alors, très rapidement, les 2 historiens qui m'ont intéressé ensuite, c'est Tsukada Takashi, qui travaille également beaucoup sur le local. Je vais passer en fait assez vite sur lui parce qu'il est plus dans la pratique et un peu moins dans la théorisation. Dès qu'il parle de théorisation, en fait, il reprend ce que les autres ont dit et il ajoute 1 ou 2 idées, mais c'est difficile de synthétiser. C'est plus une théorisation de comment penser le local pour l'étudier
et le présenter. Et un peu moins dans son aspect global, du moins il ne se démarque pas dans ce cas-là de Yoshida Nobuyuki, ou seulement dans des détails d'approche. Un autre historien qui est intéressant d'avoir en tête, c'est Machida Tetsu, qui a travaillé sur plusieurs villages d'Izumi, une petite province au sud d'Osaka que je connais bien, et qui s'est intéressé pour ces villages à rechercher les éléments fondamentaux structurant le village. Ils cherchent en fait leur individualité, et quelque part au travers de cette individualité à faire ressortir quelque chose de plus global sans doute. Mais il y a vraiment une affirmation de la nécessité de rechercher l'individualité dans le village. Alors, je reviendrai du coup sur Tsukada Takashi dans un autre cadre, parce que c'est un élément qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté mise en pratique en fait. Parce que cette histoire nécessite énormément de documentation pour être menée, et cette documentation, dans un pays sur lequel les lois sur les archives sont extrêmement récentes et essentiellement liées à la nécessité de conserver les archives des communes récemment fusionnées, des archives départementales comme on en connaît nous, en gros, il n'y en a pas. Ce qu'il y a, c'est soit des archives dans le cadre des bibliothèques universitaires ou locales, ou encore, dans certaines communes, un engagement financier de la commune qui estime important de mener ce travail de conservation des archives, et avec elle, parfois, des enquêtes de terrain. Dans le cas d'Izumi, ça se fait en partenariat avec une université d'Osaka, et avec un objectif vraiment culturel de rédaction d'une histoire de la ville et de production d'annales, avec une production qui est de plus d'un volume par an, puisque en 25 ans, on est à plus de 38 volumes. Donc il y a deux objectifs derrière ce travail qui date déjà d'il y a longtemps. Il y a une première période en fait, d'écriture d'histoire des municipalités ou des localités qui date des années 60-80, c'est-à-dire qui est liée à la vague de croissance économique dans laquelle les institutions, les communes, avaient un peu d'argent à mettre dans l'ensemble de ce type de travail. Mais plus récemment, cela se fait donc moins souvent. À Izumi, il y a une reprise de ce travail qui s'est fait à la fin des années 90, en 1997 pour être un peu plus précis. Ce travail s'intéresse à, se voit notamment par trois aspects, plusieurs aspects. Tout d'abord, l'instauration d'un bureau d'édition de l'histoire de la municipalité d'Izumi. J'ai mis des petites photos pour voir dans quelles conditions ils ont travaillé pendant des années. Ils ont déménagé récemment, mais c'est très petit. Depuis 1997, chaque année, ce bureau et l'université municipale d'Osaka pratiquent ce qu'ils appellent une étude de terrain commune, université-municipalité, qui vise un des villages, ou plutôt actuellement c'est un quartier, mais c'est une ancienne localité, un ancien village. Et depuis 1997, il y a eu donc plus de 30 de ces enquêtes qui ont été menées. Ça passe par un travail préparatoire qui est mené essentiellement par les étudiants, et qui vise à informer les populations que en septembre, on va débarquer. Il s'agit de rencontrer les membres du Chokai, donc de l'association de quartier locale, et avec eux préparer un peu les familles à savoir qu'il va y avoir des gens bizarres qui vont se balader dans leur village. Ça peut les rassurer, mais aussi leur demander, est-ce que par hasard, dans votre grenier, il n'y aurait pas quelques vieux machins qui traînent et qui pourraient éventuellement nous intéresser. Alors, malheureusement, des fois, la réponse est « Ah bah non, pas de bol, on les a cramés il y a 2 ans. » C'est arrivé 2-3 fois quand même. Mais le résultat est souvent assez intéressant. Et l'un des aspects du travail lui-même, c'est l'ensemble du groupe, donc étudiants, professeurs, membres de ce bureau d'historiographie, qui sont présents pendant 3 jours et 2 nuits
et qui vont mener, alors ils sont séparés en petits groupes, ils ne font pas tous la même chose en même temps, mais certains vont déjà travailler à la collecte documentaire et à un premier archivage. Et un deuxième groupe, dans le même temps, va faire ce qu'ils appellent du shitami, donc ils vont se balader carte à la main pour essayer de repérer d'anciennes structures, le réseau d'irrigation par exemple, et également un troisième groupe qui mène des interviews. Les interviews des membres de l'association de quartier, mais aussi, très souvent, ils insistent beaucoup dessus, une interview des vieilles, pas seulement des vieilles personnes, mais des vieilles femmes, en fait. Une volonté là-dessus qui est mise en avant, notamment parce qu'en fait, très souvent, c'est les personnes les plus âgées du village. Et donc, ça permet d'avoir une histoire, une mémoire qui remonte souvent à plus de 90 ans d'évolution, de vie du quartier. Et tout ça fait l'objet de publications dans le journal de l'université, mais aussi dans des annales de la municipalité. Publications plus ou moins complètes, plus ou moins précises, selon ce qui a été découvert localement, évidemment. Mais ça mène aussi, ici vous voyez Tsukada Takashi qui est debout sur la première photo, ça l'amène à repérer dès ce moment-là des stocks documentaires qui l'intéressent et à les présenter à ses étudiants lors du deuxième semestre qui commence justement en septembre, et les faire travailler dessus. Et lorsque le travail est intéressant, ça peut mener à des publications. C'est-à-dire qu'il y a donc un objectif de recherche et de sauvegarde documentaire, mais aussi, dès ce moment-là, d'analyse des documents, et dans le même temps de formation de ces jeunes. Et je reviens sur cette photo ici, où vous avez plus de 50 étudiants qui sont mobilisés tous les ans dans ce travail-là depuis quasiment 30 ans. Ça participe aussi d'une sensibilisation des populations locales à l'importance de ces documents qui, bien souvent, je l'ai déjà évoqué, peuvent mal finir parce que les gens ne savent pas quoi en faire et qui commencent à les gêner, ou parce que les héritiers qui habitent au loin vont se débarrasser de la maison et donc on bazarde tout. Ça implique derrière un lourd travail d'archivage de la municipalité elle-même qui prend les documents, les archives, les copie, photographie, et ensuite rend les documents au propriétaire lorsqu'il ne veut pas s'en débarrasser. Et enfin, cela contribue à donner la matière à la rédaction d'une histoire de la ville d'Izumi, qui est en fait une deuxième histoire, parce qu'une première histoire avait été rédigée dans les années 70, centrée sur les institutions, une histoire plutôt politique et administrative. Et cela a mené en fait les historiens chargés de ce projet, dont Tsukada Takashi, à réfléchir à la manière d'étudier un territoire qui est quand même assez vaste. Et on voit ce découpage en 9 volumes, dont 7 ont déjà été publiés, le 5e est en cours d'édition, et qui sont des volumes centrés sur des territoires. C'est ce que j'avais présenté rapidement sur cette carte-là. Les territoires, on voit en fait 3 vallées et 2 espaces qui sont plutôt dans l'embouchure, dans les plaines. Et 4 autres volumes sont dédiés soit à une histoire, disons, eux ils disent thématique, mais liée à des périodes, les grandes périodes de l'historiographie japonaise, et 1 ou 2 volumes d'histoire plus globale, générale. En conclusion, sur ce sujet, mais je ne sais pas si on peut déjà conclure, en fait, à mon avis, ça demande encore de creuser un petit peu pour comprendre comment ces historiens considèrent en fait, ce terme et cette pratique. Je crois qu'il y a une difficulté à saisir le sens commun de ce terme, et probablement que selon les périodes, et peut-être aussi selon les gens, il n'est pas compris de la même manière. Yoshida lui-même se contredit d'un livre à l'autre. Dans certains livres, il affirme la localité liée aux potentiels sociaux, donc une question de territorialité, tandis que 2 ans avant, dans le livre qu'il publiait et dont le titre est traduit en anglais au dos de la couverture, il est évoqué une question de regional studies. Donc on n'est plus vraiment dans le même sens, je crois. Toujours est-il que les principaux chercheurs qui ont essayé de théoriser la pratique insistent beaucoup sur le travail local, la nécessité d'aller vers le local, de chercher des particularismes,
mais toujours en le liant à une question de globalité, en affirmant l'idée que finalement cette localité, c'est une sorte de microcosme qui reflète une histoire générale. L'ensemble, ainsi que je le montrais enfin, est lié à un indispensable travail de terrain qui nécessite des relais locaux. Ces relais locaux dépendent de politiques locales. Les lois sur les archives pourraient aider à les voir se multiplier, mais peut-être pas. Et surtout, cela contribue, lorsque les universités locales s'en saisissent, à former des générations futures d'historiens qui ne seront pas tous dans les universités, mais qui tous pourront être des relais de pratique et de volonté aussi d'archivage et de conservation. Voilà pour moi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Yannick Bardy. Alors je remercie tout d'abord nos intervenants d'avoir tenu les temps de parole, mais nous avons débuté en retard. Donc après ces quelques moments intenses, je pense que je ne veux pas vous priver aussi donc, de la nécessité de vous restaurer et de vous rafraîchir, mais nous allons quand même prendre le temps de quelques questions et je vais donc laisser d'abord la priorité à la salle si certains d'entre vous ont des questions à poser à nos intervenants. Ah oui, il y a un deuxième micro. Les questions dans la salle. Pascal. Pardonnez-moi, je vais prendre mon autre casquette. Je suis Pascal Guetchel, je suis professeur d'histoire contemporaine et je préside l'association pour le développement de l'histoire culturelle. Voilà. Et donc c'est à la première intervenante que je souhaiterais poser la question. C'était tout à fait passionnant ce regard historiographique que vous nous avez proposé. Et donc j'ai une question assez précise. Ce que l'on voit dans votre compréhension, dans votre définition de l'histoire culturelle, c'est à la fois une histoire des objets, et notamment l'histoire du livre et d'édition, et puis une histoire des manières de penser, donc dans une formule d'histoire de la culture au sens plus anthropologique. Du point de vue national en France, l'histoire culturelle, c'est à la fois cette histoire des objets et des pratiques culturelles, c'est à la fois cette histoire des modes de vie, mais c'est aussi un regard qui porte sur l'articulation des pratiques et des représentations. C'est une histoire sociale qui articule le triptyque production, médiation, réception, et donc qui a l'articulation, vous voyez, du symbolique et du social. D'où ma question, comment vous vous emparez de cette question du regard et pas seulement donc d'un champ ou d'objet. Voilà, j'espère que ma question est claire. Elle est formulée un peu longue. S'il y a d'autres questions, peut-être on peut les collectionner comme ça. Ou peut-être pas. Donc, Annick, je te laisse la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous remercie beaucoup pour votre question et effectivement, je la comprends. Je la comprends, mais je ne suis pas sûre de pouvoir répondre en fait à la manière. Ce que je perçois au Japon, et j'ai finalement rendu compte des évolutions un peu de l'histoire culturelle au Japon, comme je la vois, mais en fait, essayer de la comprendre de manière linéaire et cohérente, ça reste encore une tâche difficile. Et ce niveau auquel vous vous référez, ce qui est la question du regard, hein, c'est-à-dire la manière dont finalement la culture imprègne le social, en fait. C'est ça, cette sorte de renversement, en fait. Oui. Que le social, finalement, devient un langage culturel. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait... Alors, en fait, c'est aussi l'idée que le culturel fabrique du social, c'est que les découpes sociales, puisqu'on parlait aussi du marxisme tout à l'heure, hein, c'est que les découpes sociales, elles sont commandées par des pratiques communes,
Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis il y a quelque chose du coup que j'ai pas dit, j'en profite. C'est aussi une histoire qui insiste beaucoup sur les conflits, les luttes de représentation, les constructions de hiérarchie. Je pense entre autres à Roger Chartier et post-Roger Chartier. Et une histoire qui insiste aussi sur les jeux d'échelle. Donc pas seulement les articulations des situations à différentes échelles. Merci beaucoup. Alors peut-être que mon voisin sera peut-être plus en mesure de répondre, mais à mon avis, ce niveau de théorisation n'est pas, en tout cas, je ne le perçois pas véritablement dans les travaux japonais. Donc on est dans une évolution certainement, mais ce que j'ai dit en tout cas aujourd'hui n'est pas toujours exprimé en fait par les historiens japonais. Mais d'une certaine façon quand même leur évolution est parallèle. Elle est parallèle mais elle théorise moins. C'est pourquoi c'est difficile finalement de répondre à cette question. Bon, ça rejoint une réflexion que je me suis faite en écoutant les intervenants. J'ai été frappé par rapport à la situation de l'historiographie japonaise, alors que je n'ai pas connue en étant présent, mais disons dans les années 60-70. Et à présent, c'est le côté multiscalaire, effectivement, qui s'est développé. C'est-à-dire, on a parlé d'histoire locale, mais on a aussi, au contraire, une histoire japonaise qui se dilate vers des espaces en dehors de l'archipel japonais, soit par la recherche des sources, soit par la réflexion autour de similarité d'évolution convergentes, par exemple, ou divergentes, en Asie orientale, etc. Ou sur une échelle plus large, les comparaisons des révolutions, par exemple le Meiji, l'unité allemande, l'unité italienne, etc. Mais effectivement, l'un des problèmes au Japon, c'est sans doute la montée en théorisation, souvent. Et si j'ai parlé du marxisme tout à l'heure, ce n'est pas gratuitement, c'était qu'en quelque sorte, cette théorisation des sciences sociales, très longtemps, c'est le marxisme, en fait, qui en a fourni les soubassements. Et donc, on avait déjà de l'histoire locale depuis très longtemps au Japon, parce qu'il y a aussi une forte tradition positiviste, donc de s'appuyer sur des archives, de la preuve archivistique, etc. Mais on pourrait dire qu'on était plutôt sur un modèle de centralisme démocratique, c'est-à-dire qu'on passait de la preuve locale, et puis après, on arrivait aux échelons de la théorie, dont qui devaient confirmer en quelque sorte des a priori théoriques, et ceux qui avaient des conclusions différentes, encore dans les années 70, se faisaient taper sur les doigts. Alors c'est au fond les évolutions dont beaucoup qui ont été signalées maintenant, vers d'évolutions internes de cette historiographie marxiste elle-même, qui s'est confrontée à toutes sortes d'apories et qui a peu à peu s'est éloignée de la dictature d'a priori théoriques. Maintenant, il y a peut-être aussi une question de formation dans les universités japonaises pour cette période spécifique à l'époque d'Edo, qui nécessite une formation de paléographie très poussée et qui est un peu au centre de la formation des étudiants. Et disons que tout le côté d'approche par les sciences sociales, par exemple par la sociologie ou par l'anthropologie, etc., est beaucoup moins présente. Ce qui fait que maintenant que, je pense, l'historiographie japonaise est un peu orpheline du marxisme, il n'y a pas autre chose, si vous voulez. Les modèles qui prennent la place ne sont pas encore présents. Alors on cherche à les élaborer à partir du travail de terrain, mais ça n'est pas toujours très abouti, je dirais, et c'est peut-être là aussi que le dialogue entre historiens de différents horizons pourrait aider un peu à clarifier les choses. Thank you. As the author of a book called A Cultural History of Translation in Early Modern Japan, I would agree that it's I'm not really sure how they theorize it in Japan, and that this term is extremely problematic. And I perhaps rather naively named my book that without a deep discussion of what I actually meant by cultural history. And I think, there in the Anglophone world, there are numerous definitions, and mine was in dialogue with the work of Peter Burke,
who's a famous cultural historian in Cambridge, and he had produced a work of a particular type of cultural history on translation in early modern Europe. And I was responding to that. But I know that, so it's the type of cultural history that was is a given phenomenon, translation in this case, in its historical evolution, but also its moment in society, its moment in a culture. It's that version. So it wasn't to do with objects or other editions of culture like theatre or music or art. But I know that was misunderstood. I know at least one reviewer said, but it's not talking about how translation was perceived in the culture, and I completely understood where they were coming from. So yes, it's like the term culture is very diaphanous and a little bit problematic. Yes. Anyway. Any other questions? Sarah, this is going to be, I'm going to pass this. Merci beaucoup pour les présentations. C'est plutôt une réflexion, peut-être qu'une question, mais je pense qu'il y a une question à la fin. Je l'ai beaucoup frappé en écoutant les présentations de l'importance de la collaboration pour la production des nouveaux savoirs qui étaient présents dans les présentations. Alors, les collaborations entre les différentes disciplines, les différentes cultures académiques. Et j'aimerais savoir si vous avez des commentaires de l'importance de la collaboration pour vos recherches. Merci. Alors, c'est vraiment dans le contexte de la production des savoirs et des nouvelles méthodes pour la production des savoirs. So if I understood your question correctly, forgive me for responding in English, you're interested in the role that collaboration has in potentially developing the direction of the field, or? Yes. Yeah. Yeah, I mean, from my perspective, I am extremely hot on collaboration. I have found it not only a source of great inspiration, but also great comfort. So during the pandemic, this was not what I had in mind when I set up my project, but during the pandemic, I moved into doing collaborative work, and it was a way of keeping in touch with colleagues who I wasn't seeing. It was a way of producing research when I didn't have access to the Japanese archives as well. So for various reasons, I think it just opens up all sorts of new possibilities. And I'll leave my colleagues to comment further, but the thing I would say is that in the humanities we don't do this very well, as I'm sure everyone here knows. I had a lot of contact with people in the sciences in my formative academic years, and I saw how they worked. In Japan they have research groups as well. They have zemis and kenkyushitsu, so it is present there, but we tend to work in isolation, and I wanted to model a little bit more on the sciences model, which is also handy if you're thinking about getting funding, because with many things at least in the European research structure, they are set up with the sciences in mind. So getting a grant, there's a reason why the humanities has very few synergy grants. For example, the biggest European Research Council grants is because we're not set up to do that kind of large-scale research. But yeah, I would like to put my hand up and say we should be doing that more. Yeah. It doesn't always have to be within a team, though. There are various exciting ways that you can collaborate, but perhaps that's another conference, another topic for another conference. I don't mean to put the stop on this. I just want to say that what just happened is a preview of the panel, the roundtable of tomorrow, which is on new collaborations, in which both Sarah and Rebecca are going to be talking precisely about that. Sur la question des collaborations qui mènent à la rédaction d'une histoire,
au niveau local et dans les endroits où j'ai pu le voir, il y a une collaboration qui est nécessaire entre les acteurs locaux, employés de la municipalité concrètement, les habitants eux-mêmes, il faut leur collaboration, et des historiens plus ou moins bien organisés. Et ce que je montrais tout à l'heure, il y avait une photo où ils étaient plusieurs à travailler autour de documents. Je ne me suis pas arrêté dessus, mais en arrière-plan, on voit un archéologue. Et dans les premiers plans, il y a un spécialiste d'histoire médiévale, un spécialiste d'histoire moderne, un spécialiste d'histoire contemporaine. Il y a aussi quelqu'un qui, à l'époque, était postdoctorant, qui est américain, maintenant dans des universités de Tokyo. Alors, sur ces images-là, on ne les voit pas, mais il arrive aussi que certaines fois, ils arrivent à mobiliser leurs collègues d'autres universités, d'autres régions. Des fois, Yoshida Nobuyuki, qui était à Tokyo, se déplaçait du côté d'Osaka. D'autres traversaient la mer depuis le Shikoku pour venir. Donc là, on voit émerger un autre aspect de ce que j'ai pu voir, moi, quand j'étais étudiant et quand je fais encore le passage à Osaka, qui est un côté réseau. D'historiens qui sont souvent centrés autour d'une figure, j'ai presque envie de dire paternelle, mais c'est le professeur qui les a forcés et qui les a formés, pardon. Il y a un côté forcé aussi, c'est un lapsus. Hein. Forcé et formé, ah oui. Et qui ensuite, dans le cadre de son séminaire ou d'activités connexes, de séances de recherche le samedi ou le dimanche, bat le rappel. Et invite des collègues, maintenant des gens qui pour eux sont à leur niveau des collègues, mais qui souvent sont des anciens, soit étudiants, soit dans la relation senpai-korai, des cadets qui étaient étudiants en même temps qu'eux, mais dans des niveaux un peu inférieurs, pour construire des lieux de débat, d'analyse, documentaire souvent, mais aussi de débat. On voit ça souvent. Alors par contre, l'aspect le côté collaboratif qu'on voit moins, c'est que là, c'est vraiment des spécialistes d'histoire sociale. Et dès qu'il faut sortir du champ de l'histoire sociale, on dirait qu'ils n'ont plus aucun contact. Il a fallu presque contraindre Tsukada pour qu'il commence à s'intéresser à de l'histoire individuelle, à des parcours individuels, peu aussi par défaut documentaire, mais c'était à la suite de colloques franco-japonais que, se faisant faire la remarque par des collègues français à plusieurs reprises, il s'est dit qu'il allait tenter le coup. Mais au-delà de ça, je n'ai pas vu grand-chose en termes justement de sortir de ce champ du social pour traiter peut-être d'histoire plus culturelle ou histoire plus économique. Non, il reste vraiment sur ce côté-là et avec peu de dialogue de mon point de vue avec d'autres collègues. Mais comme le disait Guillaume, ça fait déjà beaucoup en fait. Est-ce qu'on peut leur en demander autant ? Très bien, alors je vais bien vous relâcher juste avant. Je voudrais juste ajouter que, à mon sens, de ce point de vue de la collaboration, le développement des nouveaux médias change aussi beaucoup de choses. Parce que, en fait, le Japon était présent, par exemple, dans les préoccupations des spécialistes de l'Empire ibérique ou de l'histoire de l'Amérique centrale, du sud de l'Empire espagnol. Ce sont les travaux de Rebecca qui m'ont fait penser. Depuis déjà un certain temps, je pense aux travaux de Serge Gruzinski, par exemple, et des recherches qui se sont développées au Mexique sur l'influence donc pas seulement du Japon, de la Chine aussi, sur la culture matérielle qui se développe au Mexique ou dans le Pérou colonial. Et ça, finalement, on a commencé véritablement, on y avait accès pendant longtemps à travers des expositions, mais donc les occasions étaient rares, et de plus en plus, donc, par les réseaux d'Internet, etc., nous avons une plus grande visibilité de ces travaux qui sont un petit peu partout dans le monde, qui concernent le Japon, qui élargissent nos horizons et nous donnent aussi des perspectives de nouvelles sources à exploiter. Eh bien, écoutez, il est déjà 12h20 et il est temps à présent d'aller nous restaurer. Je vous remercie tous pour votre participation, votre assistance à cette première communication de ce colloque du cinquantenaire du CRJ. Merci à tous et merci à nos invités.